Bonjour, et c'est parti, les premiers arrivent. Donc on attend que Monsieur Hervé Allard se connecte au live. Salut Mariam, salut Doudou. C'est bon, Hervé est là. Hop, on va jouer. Hervé, normalement tu as reçu une invitation pour te connecter. Donc, je t'ai envoyé l'invitation Hervé. Ouais. Donc Hervé, tu es bien là. Je t'ai envoyé une invitation normalement pour que tu puisses te connecter. Tu as dû recevoir une notification en bas vers la droite. Je recommence l'opération. Donc, hop. Coucou Chakame, ça se connecte. Voilà. Bon, Bienvenue. alors, j'essaie de me cadrer pour être. Ouais. Hop là. Attends. J'essaie de ne pas faire mal au cœur à tout le monde. Hop. Super. Ça va comme ça? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ça va. Super, très bien. Écoutez, on va commencer ce live. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à toi Hervé d'avoir accepté d'y participer. Je rappelle, le sujet de ce soir est le recrutement. Première partie avec toi Hervé Alla, deuxième partie avec Greg Estrozaï. Et donc pour commencer Hervé, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc ta carrière professionnelle, tes engagements syndicaux, commençons comme ça. Bon. Bah, écoutez, en faisant court quand même, hein, parce que la carrière est longue, ma carrière est plutôt derrière moi que devant moi. Donc j'ai un peu plus de 60 ans et je dirige une entreprise de 110 personnes que j'ai créée en 1993, qui est basée à Saint-Maur avec 2 établissements, un à Lyon et un dans le Haut-Jura, dans un petit village de 300 habitants. Je suis spécialisé dans la transcription instantanée de la parole. Donc ça, c'est pour mon métier. Indépendamment donc de ça, je suis également donc assez engagé sur le sujet du handicap parce que je suis donc secrétaire général du Conseil national handicap. Non pas que je sois directement concerné par le handicap, mais c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup en matière d'inclusion dans l'emploi, en l'occurrence. Et on va parler effectivement d'emploi aujourd'hui. Et par ailleurs, je suis président du MEDEF Seine-Saint-Denis-Val-de-Marne et donc j'accompagne les entreprises dans leur quotidien, aussi bien dans leurs besoins que dans leurs succès, pour faire en sorte de leur faciliter aussi la vie, qui n'est pas nécessairement toujours très simple. Et donc voilà, j'ai voulu que tu participes à ce live. Premièrement parce que tu es chef d'entreprise, donc tu as dû recruter des personnes durant ta carrière. Et ensuite, comme tu es aujourd'hui président du MEDEF 93-94, tu vois beaucoup de problématiques que rencontrent ces entreprises. Et donc, Mhm. par la question qu'on s'est posée, qu'est-ce qu'attend un recruteur d'un candidat? Je- Moi, je dirais que la première attente d'un recruteur, d'un entrepreneur. Je ne me considère pas comme recruteur au sens professionnel du terme. On est d'ailleurs pas très nécessairement très très bon. Les chefs d'entreprise, quand ils recrutent, c'est pas des professionnels du recrutement. Donc du coup, on est plutôt nous dans l'hésitation, on est dans l'interrogation. On n'a pas un parcours qui est complètement bien fléché et bien cadré. Donc on va y aller assez à l'instinct. Et ce qu'on a envie
d'abord, certainement, je pense que c'est partagé par beaucoup, c'est d'avoir en face de nous des gens qui ont envie. Je crois que c'est la première des caractéristiques. On peut ne pas avoir coché toutes les cases de la compétence ou du profil que l'on souhaite. D'ailleurs, si je prends l'intégrité de mes collaborateurs, donc aujourd'hui sur 110, si j'en ai allez, 10 ou 20% qui font vraiment le métier pour lequel ils ont été formés, c'est le bout du monde. La plupart, en fait, se sont reconvertis, se sont investis dans une nouvelle voie. Et donc, du coup, on n'est pas nécessairement toujours, sauf qu'on a une spécialité bien particulière, on cherche un comptable, bien évidemment, il faut qu'il connaisse sa comptabilité, on a besoin d'un ingénieur informatique, bien évidemment, on va quand même s'intéresser à ce qu'il ait des compétences. Ceci étant, on peut trouver des gens qui sont issus du terrain et qui ont des compétences informatiques sans avoir de diplôme particulière. Donc nous, on va s'attacher, je pense, je crois que c'est partagé par beaucoup d'employeurs, à l'envie et à la compétence plus que les diplômes. Parce que ouais, il y a un parallèle qu'on veut faire souvent, c'est diplôme égale compétence. C'est deux choses fondamentalement pour moi différentes. Ok, bah donc je vais rebondir d'abord sur une première chose que tu as dit. Tu cherches un gars qui a l'envie. Et comment tu peux percevoir l'envie face à une personne que tu ne connais pas et que tu rencontres pour la première Bah, ça va être son comportement en fait, qui va me montrer son envie. C'est-à-dire, est-ce qu'il a, quand je vais le rencontrer, est-ce qu'il connaît l'entreprise, est-ce qu'il s'est interrogé, s'est renseigné, est-ce que il est capable de me dire des choses sur mon entreprise, fausse ou vraie d'ailleurs en l'occurrence, parce que les interprétations peuvent être aisées en l'occurrence, notamment dans mon domaine. Effectivement, on peut avoir des interprétations aisées. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont être révélateurs de son envie, son comportement. Alors évidemment, quand on est en recrutement, on est plutôt en stress, donc on ne fait pas valoir toutes ces qualités intrinsèques. Mais à partir du moment où on va à un rendez-vous et qu'on a travaillé le sujet, on démontre au travers effectivement d'interrogations, de questions ou d'interrogations en direction de l'employeur pour savoir effectivement, tiens, votre entreprise, ben, j'ai vu qu'elle faisait ça, mais pourquoi elle fait ça? Parce que je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc là, on voit l'intérêt et l'envie éventuellement, l'envie qui va être traduite par effectivement son enthousiasme ou pas de participer à une aventure qui est menée par la personne qui est en face de lui. Donc, voilà, donc, de façon très concrète et pratique, le conseil que tu peux donner, c'est vraiment connaître l'entreprise pour laquelle on a postulé. Et une fois qu'on arrive à l'entretien, c'est pouvoir dire des choses sur l'entreprise et poser des questions. Donc, ne pas être dans une position où on ne fait que répondre aux questions, mais aussi en poser. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est là où, bien sûr, moi, en tant qu'employeur, je vais poser des questions. Maintenant, une fois que les réponses aux questions ont été données, c'est pas ça qui va me permettre de pouvoir dire c'est le candidat qu'il me faut. C'est un petit peu quelque part le candidat qui va dire je vous suis indispensable et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc du coup de faire la démonstration par l'analyse qu'il a pu faire de l'entreprise avant de venir à l'entretien, qu'effectivement il est plus qu'impliqué, il est bien concerné par le poste qu'on a à pourvoir. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de formation et, et de compétences sans le diplôme. Et toi, de ton expérience, chose qui est plutôt propre aux PME, donc comme on peut dire que tu es à la tête d'une PME, ou est-ce que ça peut se faire un peu partout? Parce que on constate un peu, notamment nous les jeunes, c'est qu'en général, quand on voit une offre d'emploi, on demande diplôme, parfois de telle école, et donc comment réussir à passer cette barrière? Alors, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Il y a la grande entreprise avec ses grilles. Vous rentrez dans les grilles, vous rentrez pas dans les grilles. Et là, pour le coup, ce que je viens de décrire va pas du tout être propre à leur modèle. C'est beaucoup plus propre en fait au modèle des PME, ça c'est clair. La PME, avant tout, elle va chercher une compétence, quelqu'un qui a une véritable expertise dans un domaine technique spécifique qui est autodidacte parce qu'en fait, il l'a appris sur le terrain. Nous, ça nous va parfaitement. Enfin, on va pas nécessairement avoir besoin du diplôme qui qualifie. Et encore une fois, qui dit diplôme dit pas nécessairement compétence à la clé. Nous-mêmes, il y a des gens que l'on recrute avec un diplôme parce qu'on en a besoin. Il s'agissant d'interprètes, par exemple, a priori,
eh ben, certaines personnes qui viennent avec leur diplôme, on les refuse. On sait qu'elles ne feront pas l'affaire, elles n'ont pas la compétence. Donc, quand tu parles de compétences, c'est vraiment l'expérience, du coup. Oui, c'est l'expérience, voire éventuellement même la compétence intrinsèque. C'est pas que l'expérience. L'expérience, ça me gêne pas. Quelqu'un qui a un diplôme et qui n'a pas d'expérience, c'est pas gênant. Si on sent qu'effectivement il y a quelque chose derrière et qu'il y a la compétence. Si on détecte qu'il n'y a pas la compétence associée, là pour le coup, ça peut devenir effectivement radical. Ok. Et est-ce que on parle souvent de savoir-être et savoir-faire. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel, par exemple, toi, tu vas faire attention et comment? Ah bah, c'est le comportement, c'est est-ce que la personne va être à l'heure, est-ce qu'elle va pas nécessairement être coincée dans un costume avec cravate s'il s'agit d'un homme, mais effectivement bien habillé, présentant bien, en fonction effectivement de la mission qui est assurée. Le paraître est artificiel, c'est pas nécessairement le quotidien, il vaut mieux que quelqu'un s'affiche dans son quotidien, de la façon dont il est naturellement, plutôt que de façon artificielle. Donc effectivement, c'est la ponctualité, c'est sa courtoisie, la façon dont il va effectivement gérer l'entretien, répondre, écouter. L'écoute aussi, c'est important, de savoir écouter. C'est un point clé. On observe, nous, dans nos entretiens, si effectivement la personne a écouté ou pas ce qu'on a dit. Elle peut être aussi, encore une fois, en stress. Donc du coup, vouloir à tout prix dérouler le tapis de ce qu'elle a à nous dire, ce qui n'est pas nécessairement ce que nous on recherche. Et du coup, il y a une question là en direct que je te lis. Qui dit Oui. diplôme, pas forcément compétence, certes, mais comment démontrer une compétence lors de l'entretien? Par rapport à l'expérience, si la personne, par exemple, n'est pas diplômée, qu'elle ait une expérience dans un domaine particulier, par son passé, et puis elle va être assez capable en fait de le vendre, hein, justement cette compétence. Elle peut avoir acquis effectivement une formation sur le tas avec d'autres collègues, et donc du coup c'est elle qui va nous montrer qu'elle a cette compétence alors qu'elle n'a pas le diplôme. D'accord. Et il y a une autre question qui est d'ordre un peu plus général. Je retrouve. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de vraie relation constructive entre Pôle emploi et les entreprises? Beaucoup de personnes avec des vraies compétences, diplômés, etc., sont inscrites au Pôle emploi. Là, c'est un grand mystère. C'est le grand mystère de Pôle emploi, qui, a priori, aujourd'hui, n'est pas du tout vécu par les entreprises comme un moyen de sourcer des candidats et de vrais potentiels. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Effectivement, Pôle emploi a perdu depuis très longtemps, effectivement, cette capacité à réellement être connu comme un acteur pertinent et essentiel du dispositif de l'accès à l'emploi. Ça, c'est clair. Donc, on se sert pas, les entreprises rarement se servent de Pôle emploi. On va fonctionner sur les réseaux, on va fonctionner avec d'autres moyens. Ça n'empêche pas d'éventuellement de passer une annonce, et moi je le fais régulièrement, une annonce à Pôle emploi. On attend toujours les candidats. Parce qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la compétence que tu recherches et toi, ou il y a trop peu de conseillers par rapport au nombre de demandes. Je sais pas. Il y a un mystère, encore une fois, que j'ai pas examiné, mais on sait qu'en fait, du coup, naturellement, et moi, je leur en veux pas, je les connais, je sais très bien qu'ils accompagnent bien, puisque je travaille avec eux et qu'ils accompagnent bien les candidats. Par contre, on a toujours, en fait, cette équation qui est jamais résolue, effectivement, des entreprises qui font pas spontanément appel à Pôle emploi parce que euh, elles n'ont pas l'habitude non plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, Pôle emploi est sur un autre niveau, a d'autres capacités, et je pense certainement, d'ailleurs, il y a des conseillers employeurs qui existent chez Pôle emploi, certainement aussi liés à ça, mais on n'a pas créé les conditions du réflexe pour que les employeurs s'adressent à Pôle emploi. Donc, D'accord. du coup, ils vont chercher ailleurs. En fait, on a perdu les conditions du réflexe. Au Pôle emploi, je dis que c'est un grand mystère, en même temps, j'imagine un petit peu quelle est la difficulté. Moi, je m'adresse tout le temps à Pôle emploi. Et puis, il y a des fois, bien évidemment, Pôle emploi, sur mes besoins, en fait, les satisfont, hein, notamment quand je fais des recrutements avec des formations à la clé, ils sont tout à fait actifs, il n'y a pas de difficulté. Par contre, effectivement, je pense que il y a beaucoup plus le fait que les employeurs ont perdu confiance à un moment donné en Pôle emploi et donc, du coup, n'ont pas le réflexe Pôle emploi. Et donc, ouais, ils préfèrent passer donc, par des plateformes comme Monster ou Indeed, etc. Oui, ou les réseaux sociaux, quoi, directement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, j'avais une question d'un des followers.
L'approche directe sur LinkedIn auprès des RH est-il bien vue? L'approche, alors ça coupe un petit peu, hein. Ok, l'approche directe sur LinkedIn est-elle bienvenue? Est-elle bien vue? Moi, je pense qu'il faut savoir oser, hein. Euh, ben, ce qui va faire la différence, on le dit toujours, quand on a beaucoup de candidats, c'est celui qui va se détacher du lot. Donc, par son audace, par son côté entrepreneur, parce que il a envie. Et si c'est bien fait, ça marche bien. Moi, je me rappelle d'une jeune femme, une fois, j'étais dans le TGV en allant à Lyon, et qui a dit on a 2 heures, si ma mémoire est bonne, et qui disait on a 2 heures, voilà mon CV, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour un entretien. Ah, c'est osé. Et donc, elle avait pris le TGV exprès pour Mmh. parler. Ouais, Ah ouais, bon. Et ah du, ouais. vu que tu es au MEDEF, est-ce que enfin, j'utilise le terme parce que c'est un terme générique, hein, mais patron, je vais utiliser le terme patron parce que c'est un terme générique. Donc, toi qui es au MEDEF et donc qui vois beaucoup de patrons, est-ce que beaucoup sont dans le même état d'esprit que toi ou tu peux dire que tu es un peu l'exception et la majorité, c'est quand même très cadré? Non, je pense que c'est vraiment la scission se fait entre par rapport à la taille de l'entreprise. D'accord. Dès qu'on va dépasser plusieurs centaines de personnes, on va rentrer en fait dans des grilles et donc du coup sur des procédures. Le côté spontané est beaucoup plus, existe beaucoup plus dans les TPE, PME, jusqu'à, je sais pas, 100, même nous à notre taille aujourd'hui, 100, 200 personnes. Ouais, je pense que jusqu'à 300 personnes, on doit trouver à peu près ce type de besoin. Encore une fois, nous, on a besoin. Ça me rappelle juste une anecdote. Une fois, j'étais invité par un prof à l'ENA pour rencontrer les élèves. Et j'étais avec la directrice générale des douanes et la DRH de Keolis. Et il y a un étudiant qui pose la question de savoir quel logiciel on utilisait pour faire le tri des CV. Et donc la DG des douanes a répondu, celle des RH de Keolis aussi, et puis on m'a proposé de répondre, et moi je dis que c'était très intéressant, mais que nous on appelait le logiciel en fait les emplois non pourvus. Parce que la plupart du temps, avant de trouver éventuellement des candidats, et c'est une réalité, dans une PME, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on a des candidats et des collaborateurs, du coup, on les garde, contrairement à ce qui est véhiculé régulièrement avec les patrons qui se débarrassent de leurs collaborateurs. Ça, c'est un fantasme c'est un fantasme. Allez, je ne sais pas de dire de qui, mais c'est un fantasme. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce sont les PME qui embauchent le plus en France Bien sûr, bien sûr. Et puis qui veulent garder. et qui veulent garder, ouais, c'est ça. Ouais. Ah Et oui. justement, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans les PME. Et, Mhm. et pourquoi, à ton avis, les gens postulent moins dans les PME et postulent plus dans les grandes entreprises par rapport aux avantages qu'il peut y avoir? Par exemple, tout à fait, absolument. Et puis, quand on est diplômé, qu'on est jeune diplômé, on a envie d'avoir sur son CV en fait une marque, d'être demain, aujourd'hui, sortant de l'école ingénieur chez Delta Process, ça fait pas rêver. C'est pas comme si on est un premier emploi chez Thales, chez la BNP ou chez Air France, très clairement. Donc, du coup, on fait pas rêver. Et du coup, quel est l'avantage pour toi de travailler en PME plutôt qu'une grosse boîte? Parce que, alors, pour le coup, l'attrait, il est très, très important. Ça n'a rien à voir. D'un côté, on gère des budgets, de l'autre côté, on gère la trésorerie, ce qui est fondamentalement différent. Et d'un côté, j'allais dire, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est l'auberge espagnole d'un côté, de l'autre côté, c'est effectivement quelque chose de complètement en silo, avec une organisation qui fait que vous faites votre métier et vous connaissez les activités de vos collègues qui sont dans votre silo. Par contre, il n'y a pas de transversalité. Dans une PME, on peut toucher à tout. On a une capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir entreprendre sur n'importe quel type de sujet. Moi, souvent, mes collaborateurs, je leur dis quand je les embauche, ça sera à vous de montrer ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ben, on a des promotions de gens qui n'étaient pas du tout recrutés à la base pour un métier et qu'on va orienter vers un autre métier à leur demande parce qu'on estime qu'ils ont les compétences. Ça, c'est très difficile dans les grands groupes. Ok. Du coup, je vais revenir un peu sur les questions qui sont posées. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire être présentable? Est-ce qu'une femme est obligée de venir avec une robe ou une jupe? Non, pas nécessairement. Être présentable, c'est effectivement pas avoir un jean avec des trous dans tous les sens,
d'être effectivement un minimum apprêté, coiffé, mais on ne demande pas non plus une figure de mode. Enfin non, c'est pas l'enjeu. Alors ça dépend aussi bien sûr des postes. Quand on se destine à être DRH d'une boîte de 500 personnes, on peut estimer qu'effectivement la présentation va peut-être pas tout à fait la même. Je pense que le naturel gagne. Quelqu'un dont on sent qu'il se cache derrière en fait un artifice, euh, du coup déclenche une interrogation, une inquiétude, des questions. Comment il est au quotidien, voilà. Donc, et puis il faut se méfier aussi. Maintenant, les réseaux sociaux existent, et donc il suffit simplement, par exemple, avec un candidat, de faire une recherche sur Internet et puis de voir effectivement des photos d'elle ou de lui en temps normal. Donc du coup, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus vraiment grand-chose qui fait barrière. Donc, donc, tu confirmes que vous allez sur les réseaux pour checker un petit peu le profil de la candidate, la... Oh, enfin, moi, je le fais pas nécessairement spontanément, mais ça m'arrive de le faire, bien évidemment. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Moi, je suis un dinosaure des réseaux sociaux, donc du coup, je suis pas vraiment celui qui est à suivre comme exemple. Mais en l'occurrence, oui, bien sûr, on s'intéresse effectivement au parcours, à ce que la personne a communiqué. D'où d'ailleurs l'importance d'être hyper prudent, malgré tout, aussi avec les réseaux sociaux. Et il y a une autre question. Qu'est-ce qui est éliminatoire pour toi lors d'un entretien? A priori, rien. A priori, rien. J'ai pas de je ne m'inscris jamais dans. Des fois, il y a des gens que je rencontre et je leur dis, mais attendez, le poste que vous souhaitez n'est pas pour voir. Par contre, j'ai autre chose à vous proposer parce que le profil m'intéresse. Ça, c'est vrai dans une PME. Okay. Et s'il y a des besoins. Et donc, il y a une question. Est-ce que le MEDEF ne peut pas jouer un rôle par rapport à Pôle emploi pour changer la situation actuelle? Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que ce sont des sujets compliqués. C'est des dinosaures, hein, c'est des machines lourdes avec des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Donc c'est compliqué de changer. Moi, je dis toujours qu'effectivement, il faut créer les conditions du réflexe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils aient des indicateurs. Alors ils ont des indicateurs, bien évidemment, mais il y a des fois, il faut des indicateurs visuels. Par exemple, je disais il y a quelque temps au directeur général de Pôle emploi que sur notamment le problématique de l'emploi des personnes handicapées et de l'inclusion des personnes handicapées, il fallait que chaque agence affiche son score pour créer les conditions du réflexe. Sinon, on n'en parle jamais. Donc, je pense que voilà, il y a une transformation à faire, c'est compliqué. Ils le font, hein, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont bien transformés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces, ils sont même très efficaces, si ce n'est qu'on ne le sait pas. Il n'y a pas ce réflexe. On revient au réflexe. Voilà, ça prend de réflexe. Donc, une autre question. Comment un jeune diplômé sans expérience significative peut-il convaincre un employeur de l'intégrer dans son équipe? Un jeune diplômé sans expérience. Ouais, on va dire avec un ou deux stages. Voilà. Quand on dit sans expérience, un ou deux stages de 6 mois. On va s'intéresser à son parcours, on va s'intéresser à ce qu'il a fait comme stage. Soit on a besoin de quelqu'un de chevronné parce que le poste nécessite effectivement une expérience et puis d'avoir confronté du client, d'avoir confronté d'autres, voilà, des acteurs qui ont un peu de bagage. Soit on est open et aucune difficulté, ça va être effectivement le parcours, les stages, l'investissement de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, est-ce qu'elle s'engage sur telle ou telle chose, voilà, nous montrer que effectivement elle a un passé dynamique, créatif, entreprenant. Et je pense qu'il y a, pour moi, notamment pour une PME encore une fois, si le fait de ne pas avoir d'expérience réelle n'est pas un handicap, il n'y a aucune raison que cette personne ne soit pas embauchée. Okay. Après, j'ai un témoignage aussi, je le lis de Cyril. Moi, quand je recrute, c'est via les réseaux. Bonsoir, je recherche des profils qui font preuve d'initiative, donc je valide l'audace. Voilà, donc c'était un témoignage. Après, il y a une question sur la lettre de motivation et le CV. Ça, je poserai la question après avec Frédéric, qui va revenir de façon beaucoup plus précise sur la rédaction d'une lettre de motivation et d'un CV. Donc, je continue. Donc, on dit qu'il y a eu un rapprochement entre Cap Emploi et Pôle Emploi par rapport au sujet du handicap. Oui.
Et donc, au regard des considérations écologiques et sociales sur le temps de trajet, pensez-vous que les entreprises du Val-de-Marne sont ouvertes à l'idée d'embaucher prioritairement des candidats du Val-de-Marne? Alors, je pense que le, je pense pas que ça va se passer comme ça réellement. Encore une fois, on cherche des compétences. Ce qui vient de se passer avec la crise sanitaire va amener certainement beaucoup d'employeurs à s'interroger sur leur modèle. Moi, je suis un fervent du télétravail. Je suis un des rares en France à avoir une expérience réelle sur ce sujet depuis 12 ans. Je pense que à partir du moment où on donne les avantages concrets en fait à un employeur de ce que le télétravail peut représenter en matière de bénéfices, il va se poser la question et donc du coup, il peut recruter aussi quelqu'un qui correspond à son profil, qui a les compétences, mais qui éventuellement n'est pas accessible en matière de domicile. Donc, est-ce que quelqu'un va recruter quelqu'un du 94? Si éventuellement il a la compétence, pourquoi pas. Mais il faut être mobile. Je pense qu'il faut être mobile et être prêt effectivement à passer un cap. Alors, en l'occurrence, avant, on parlait de mobilité en disant, si on propose un poste dans la Nièvre, faut y aller. Là, en l'occurrence, il y a peut-être des postes qui seront à pouvoir dans la Nièvre, mais certainement partir en télétravail. Donc, je pense que la donne va changer. D'accord. Mais même à compétence égale, donc deux candidatures à compétence égale, celui qui vit dans le département poste est proposé, ça ne va pas forcément faire la différence. Non, enfin, si tout employeur qui se respecte, il va lui s'attacher à la compétence, à celui qu'il estime être le plus compétent, pas nécessairement à la proximité. Alors, si effectivement, après il y a un problème de management, si vraiment c'est un poste fixe, donc dans l'entreprise et sur lequel éventuellement le candidat le plus compétent, il a 3 heures le matin, 3 heures le soir, on sait que ça va pas tenir. Donc, il a beau être plus compétent, si effectivement il est dans le trajet qui va faire qu'à un moment donné il va chercher ailleurs, on peut se poser la question. Et donc, tu as parlé de télétravail. C'est vrai que donc, enfin, on a vécu le Covid, avant on a vécu les grèves, donc les grèves aussi ont causé beaucoup de tort sur la mobilité. Donc toi, tu penses vraiment que le télétravail, ça va être un modèle qui va être de plus en plus développé et qui va un peu faciliter la vie et de l'employeur et de l'employé? Moi, je suis un convaincu. Je prêche dans le désert depuis une douzaine d'années sur le sujet parce qu'en fait, il y a un time to market et que j'étais pas au rendez-vous au bon moment. Maintenant, on vient me chercher pour effectivement que je travaille sur le sujet. Donc, on peut considérer effectivement que ça va être le cas. Oui, je pense que ça va être il y a un tournant. À nous de le saisir. Et je pense que encore une fois, la crise sanitaire aujourd'hui n'est pas terminée. Beaucoup s'inscrivent quand même dans une logique durable du télétravail. Alors, il faut aussi considérer que le télétravail issu de la crise sanitaire, c'est pas celui qui est né d'une envie. Lui, c'est un télétravail contraint. Donc, par contre, il y a beaucoup de choses à reprendre sur cet aspect-là parce qu'effectivement, il n'a pas été fait dans les meilleures conditions. Alors que un télétravail qui a été créé par envie de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien employeur qu'employé, pour le coup, là, on coche toutes les cases du bénéfice pour tout le monde, réellement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que on peut pas, et j'entends tout le monde aujourd'hui, et beaucoup, parler de télétravail avec des certitudes. Je suis terrifié parce qu'il n'y en a aucun qui a d'expérience. Donc, que ce soit les OS, voire même éventuellement les experts S-qualité, il y en a beaucoup, tout d'un coup. C'est les organisations syndicales, c'est ça? Pardon? Oui, organisation syndicale, tu viens de me reprendre. Ou même du côté éventuellement des experts qu'on peut voir sur BFM ou ailleurs. C'est lunaire, en fait. C'est des gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Avec des craintes, avec des choses qu'on entend, mais c'est affolant. Enfin, moi, j'ai été interviewé il n'y a pas très longtemps sur le sujet et je disais, mais je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, moi, je ne m'y retrouve pas dans ce qui est dit. Enfin, à aucun moment, en 12 ans d'expérience, je coche aucune des cases qui ont été présentées. Okay. Et donc, j'avais une autre question en amont. Comment mettre en valeur un parcours professionnel avec des expériences complètement différentes? Et ça a coupé. Pardon, excuse-moi. Comment mettre en valeur un parcours Oui. professionnel avec des expériences complètement différentes? J'ai pas compris le sens parce que ça a recoupé encore. D'accord. Comment on met en valeur? Un parcours professionnel Oui. avec des expériences qui sont complètement différentes les unes des autres.
Alors, là, ça peut inquiéter. D'où d'ailleurs la lecture du CV malgré tout, qui est importante, même quand on n'est pas expert. Euh, Quand on est, nous, chef d'entreprise, on regarde le CV, puis on regarde effectivement si effectivement il y a un effet papillon, et si cet effet papillon, il a quand même une forme de durée dans les séquences, ou est-ce que c'est du 6 mois, 8 mois, une petite année. Donc, des expériences différentes n'est pas un problème si effectivement la séquence, chaque séquence, on représente effectivement un investissement. Si c'est pour, encore une fois, papillonner, là, pour le coup, ce sera un frein au recrutement. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Et une question, quand on rencontre, que tout à l'heure tu parlais de PME, quand on rencontre justement des chefs d'entreprise, souvent il y a le mot de confiance qui revient en disant, voilà, le chef d'entreprise, surtout d'une PME, on dit souvent que ça hantise, c'est le mauvais recrutement parce que bah, il aurait perdu de l'argent, il aurait perdu du temps. Et donc, il lui faut un candidat, une personne en qui il peut avoir confiance. Et donc, comment réussir à donner ce sentiment de confiance? Ah, bah, ça va être le feeling, la présentation, beaucoup d'éléments, peut-être beaucoup comment dirais-je, d'inconscient, hein. C'est des éléments non, au départ que on serait pas du tout capable d'identifier ou de mettre sur le papier, et qui vont se dire, ouais, là, voilà, je le sens, c'est du feeling. Il a effectivement le passé, ou la formation ou l'expérience, et je le sens. Voilà, ça va être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, dans les PME, on est particulièrement prudent. Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un qui occupe un poste, on n'en a pas des tonnes de postes de ce type-là. Et quand on recrute quelqu'un, on souhaite que ce soit sur la durée. Donc, effectivement, notre choix va être très engageant. Si on s'est trompé, ça remet en cause, quand vous êtes 20 ou 30 dans une PME, un emploi en pourcentage, c'est pas la même chose que quand c'est une boîte de 10 000 ou 15 000 personnes. L'impact en pourcentage, c'est pas le même. Donc, du coup, on est très vigilant malgré tout, hein, bien évidemment. Ok, Hervé, on arrive vers la fin. J'avais une autre question aussi. C'est des personnes qui m'ont demandé si c'était possible de te contacter pour participer à d'autres lives ou Zoom ou des webinars comme celui-là. Oui, bien sûr, tout à Ok. fait. Alors, ok. Je vais essayer de ne pas faire durer trop longtemps. Du coup, est-ce que tu as un dernier mot avant de passer à Frédéric? Mais écoute, mon dernier mot, ça serait d'avoir confiance. Ça va être dur, hein, parce qu'effectivement, les semaines, les mois à venir vont pas être tout à fait favorables, bien sûr, au recrutement. Ça, c'est tout à fait clair. Beaucoup d'entreprises vont déjà essayer de maintenir les emplois qu'ils ont en poste. C'est clair qu'aussi sur la formation, il y a beaucoup d'employeurs qui vont pas s'inscrire comme ça spontanément sur un engagement, parce qu'ils ne savent pas nécessairement encore de quoi est fait l'avenir. Donc, du coup, il y a malgré tout mais avoir confiance, parce que de toute façon, la machine va se relancer. Donc, il n'y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir, mais par contre, peut-être plus de patience, parce que les choses vont pas se faire aussi naturellement. Et puis là, on arrive près de l'été. Je pense que les uns et les autres vont partir en vacances. Donc, du coup, la rentrée devrait être, j'espère, une rentrée quasi normale, avec effectivement ce passage de congé qui va permettre aux uns et aux autres d'oublier la période passée. Mais encore une fois, il faut être patient, il faut avoir confiance, il faut croire. Il va y avoir quand même des recrutements, donc il faut y croire. Par contre, effectivement, le nombre de places va peut-être beaucoup plus limité compte tenu du contexte. Donc, y croire. Ok. Et donc, Moi, je recrute, hein. Moi, je recrute. ok. Voilà, donc Tadeo recrute. Vous pouvez aller voir sur personnellement, j'ai visité ton entreprise et c'est fantastique ce que vous faites. C'était l'un des souvenirs que je garde, enfin, l'un des plus beaux souvenirs que je garde depuis que je travaille avec Frédéric. Et sur Merci. postuler dans les PME, ce que tu disais aussi, parce que la PME aussi, les PME recrutent plus et ça permet de ne pas être en silo, mais vraiment de voir plus de choses. C'est la vraie vie. La PME, c'est la vraie vie parce que effectivement, on peut toucher à tout et on voit tout en fait, et on participe à tout. Donc c'est très collectif. Hein, encore une fois, c'est pas l'auberge espagnole, mais pas loin. C'est-à-dire que quelque part, on vous demande pas de rester dans votre segment et puis de pas vous occuper du reste. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un jeu d'équipe et c'est un jeu collectif. Ok, super. Il y a une question d'ailleurs. Est-ce que vous recrutez des alternants, juste avant de finir? Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, absolument, tout à fait. Donc, je rappelle le nom de la boîte, c'est Tadeo.
Tu as un site internet, il me semble, Hervé. Du coup, on peut postuler via ton site? Oui, certainement. Je ne suis pas le meilleur pour dire comment ça se passe chez nous, mais oui, bien sûr, il y a, de toute façon, il y a un contact et les candidatures sont toujours traitées, même Super, spontanées, bien sûr. super. Merci beaucoup, Hervé. Je t'en prie. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc on va continuer ce live avec Frédéric Descrozaille, qui est député et qui a été recruteur. Donc ça va être quelque chose de plus précis sur tout ce qui est CV, lettre de motivation et entretien. Voilà, je t'ai envoyé l'invitation, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mehmet et bonsoir à tous. Voilà, donc encore merci. Ceux qui ne te connaissent pas encore, je précise déjà que Frédéric est mon employeur. Je travaille avec lui depuis 3 ans. Et c'est la deuxième fois que je parle de ces lives. Et avant de commencer, je te laisse te présenter, Frédéric. Je vais me présenter rapidement pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je suis député depuis 2017 et c'est mon premier mandat. Je suis agro Sciences Po de formation. Pendant 15 ans, j'ai travaillé pour l'agriculture et l'agroalimentaire et j'ai occupé plusieurs postes de direction d'organisations socio-pro, c'est-à-dire avec des conseils d'administration de gens comme Hervé, qui sont élus par leurs pairs, d'autres chefs d'entreprise, agriculteurs ou directeurs d'entreprise agroalimentaire. Et puis j'ai changé de métier et j'ai fait du recrutement et de l'évaluation d'équipes dirigeantes dans un cabinet de conseil, RH donc. C'est un métier que j'ai adoré et qui est un peu au cœur de notre entretien de ce soir. Et politiquement, je ne vais pas vous raconter, mais j'ai eu plusieurs types d'engagements. J'ai toujours un petit peu suivi ce qui se passait en politique. J'ai participé à des campagnes municipales, présidentielles, celle de Bayrou en fait en 2007, 8, 7, 8, oh, je sais plus, 7. Et voilà, je me suis retrouvé député avec l'émergence du phénomène Macron aux dernières présidentielles. Et puis j'ai candidaté pour être candidat aux législatives et voilà. Et donc, je suis père de famille, j'ai 3 enfants qui ont 18, 19 et 10 ans. ok. Et donc ce soir, le sujet est recrutement, donc pour expérience. Donc tout à l'heure, on a eu un patron et maintenant, on a le recruteur. Donc c'est 2 profils différents. Donc le thème d'aujourd'hui avec toi, c'est CV, lettre de motivation, entretien, astuces à éviter. Je vais commencer par une question qui a été posée, qu'on se pose tous. Comment rédiger son CV, comment rédiger sa lettre de motivation et comment les distinguer. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un tout petit topo introductif et Mehmet, si je suis trop long, n'hésite pas à me couper. Le marché de l'emploi, il est subdivisé en 3 marchés. Il y a le marché visible, c'est celui des offres d'embauche, des annonces. Là, quand vous répondez à une offre d'embauche, vous êtes en concurrence avec plusieurs centaines de candidats. Sauf quand c'est vraiment très très pointu, mais c'est l'ordre de grandeur. Et puis, il y a le marché caché, qui est celui d'employeurs qui ne publient pas d'annonces. Soit parce qu'ils passent à un recruteur, soit parce qu'ils font un peu de la cooptation, en fait, et qu'ils en parlent à des proches. Et puis, il y a le troisième marché, qui est le marché qui est en gestation. Là, vous avez un employeur qui n'a pas encore décidé de recruter, mais il y pense. Et une rencontre peut déclencher l'embauche. Dans le deuxième cas, sur le marché caché, vous êtes en concurrence avec plusieurs dizaines de personnes. Et dans le troisième cas, vous êtes en concurrence avec 2 ou 3 personnes, en fait. Donc, le but, c'est effectivement, on pourrait se dire, en tout cas, d'accéder au troisième niveau de marché. Mais c'est extrêmement difficile. Et pour ça, il faut avoir une démarche réseau, et je vais vous en parler. Et là, c'est la question des entretiens. Donc, on en parlera après. Tu me poses la question, là, pour l'instant, sur les CV et les lettres de motivation. Le marché visible, il ne faut surtout pas le laisser tomber. Moi, j'y crois énormément. Et je travaillais dans un cabinet qui travaille pratiquement qu'avec ce marché-là. C'est-à-dire qu'on avait nos clients, sauf pour des raisons objectives et qui nous convainquaient nous-mêmes. Sinon, on leur disait toujours, faites une annonce. La plupart du temps, elle était anonyme, c'est-à-dire que le nom de la boîte n'apparaissait pas, mais c'est un marché qui est très efficace quand on recrute, et donc il faut y croire. Alors, CV et lettre de motivation. Le CV, alors je ne sais pas trop, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils ont comme niveau d'expérience. Si vous avez plusieurs années d'expérience, la première chose à savoir sur un CV, c'est qu'il faut qu'il tienne en une page.
il n'y a qu'un secteur qui justifie des CV de plusieurs pages, c'est le numérique. Et en particulier le numérique quand vous travaillez dans une société de conseil en informatique, parce que souvent, c'est des missions. Et c'est des missions plus ou moins longues, et vous travaillez pour des clients différents, en fait. Vous êtes dans une boîte, et vous travaillez pour l'entreprise conseil qui vous place chez le client, et vous y conduisez une mission. Et là, ça vaut le coup, parce qu'en plus, c'est très technique, de détailler un petit peu ce que vous avez piloté comme outil, ce que vous avez eu comme responsabilité, etc. Mais sinon, un CV, c'est une page. Pourquoi? Parce qu'un recruteur, il a en moyenne quelques secondes pour lire un CV. Donc, ça, il faut le savoir. Ça peut paraître injuste, ça peut paraître délirant, mais c'est comme ça. C'est le premier outil, en fait, de connaissance. Donc, le CV, quand vous êtes sur le marché visible, vous répondez à une annonce, vous vous adressez à quelqu'un qui va prendre quelques secondes pour le lire et qui va chercher dans le CV tous les motifs de ne pas le retenir. Donc, il faut qu'il fasse une page parce que la personne n'a pas le temps pour le lire, mais en plus, pour en dire le moins possible. Désolé, je suis encore en... je prends juste un instant pour prendre ma batterie portable, parce que sinon mon portable va être déchargé. Ok. Ouais. Si... Le CV, il faut en dire le moins possible, c'est ça? Mais oui, parce que plus vous en dites, plus vous fournissez des motifs à celui qui le lit de se dire « Ah bah tiens, cette case-là, elle n'est pas cochée » ou « ça, ça ne me va pas ». Donc en fait, il faut concentrer sur l'essentiel. Alors si vous avez très peu d'expérience, ça a été évoqué avec Hervé tout à l'heure, un junior qui a fait que des stages, pas l'expérience professionnelle, eh bien c'est pas grave. D'abord, ça ne prendra pas trop de place. Et il y a des façons, je vais dire tout de suite, d'écrire des trucs qui vont percuter, même si c'est des stages. Et puis, même au-delà des stages, il y a toute forme d'expérience, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans votre vie, qui fait que vous avez pris des responsabilités, que vous avez conduit des projets, que vous avez mené à bout quelque chose, quoi que ce soit, ça peut être une association, ça peut être un projet avec des potes, ça peut être, et même un truc qui a échoué à la limite, hein. Mais quelque chose qui parle de votre capacité à avoir de l'énergie et à transformer quelque chose autour de vous. Et bien, ça mérite une phrase dans un CV. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais n'importe quel petit bout d'expérience, une phrase peut évoquer un truc où on se dit, ben, c'est quelqu'un, qui fait toujours quelque chose, qui a des choses en tête, qui a essayé. C'est très important, ça, de se dire, ben, c'est quelqu'un qui a du jus, et puis qui voit des trucs et qui tente. Donc ça se... Voilà. Et puis, si c'est une expérience un peu dense, il faut que l'expérience soit résumée sur une ou deux phrases avec des verbes qui soient conjugués. Mettez pas de substantif. Si vous mettez gestion de ou production de je sais pas quoi, etc. Non, mettez j'ai élaboré ou j'ai géré ou j'ai eu la responsabilité de et puis un résultat. Et vous mettez des résultats qui soient soit chiffrés, soit observables. Il y a quelque chose qui soit objectif. Un CV, ça ne doit pas parler de l'opinion que vous avez de vous-même, de ce que vous avez fait, qui s'est vu, qui est objectif, qui est vérifiable. Donc, ouais. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants. Est-ce que je le mets sur le CV ou pas? Absolument. J'ai été chauffeur, j'ai fait de l'animation commerciale, j'étais hôte. Est-ce que je mets tout ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non seulement sur les expériences, et c'est toujours intéressant, mais en plus, quand on a le CV de quelqu'un qui a fait 3, 4, 5 ans d'études, même 2, et qu'on voit qu'aux mêmes dates, vous pouvez mettre nombreux petits boulots, 2 points, chauffeur, portier, bagagiste, que sais-je, on se dit, ah, donc c'est quelqu'un qui a financé ses études. L'autonomie a démarré très tôt, c'est un point positif. Bien sûr qu'il faut le mettre. Toutes les expériences, et puis c'est du contact client. Être portier pendant une semaine dans un magasin de maroquinerie dans je ne sais pas quelle ville, eh ben, c'est un contact client d'une semaine. C'est chiant, hein, mais vous accueillez les gens, il faut avoir le sourire, il faut leur donner envie de rentrer, et en une phrase, vous pouvez dire en quoi ça a été positif, justement. Donc, bien sûr qu'il faut le mettre. Donc, voilà. Alors, le CV, donc, court, verbe conjugué, action, résultat au sens chiffré ou observable, et ne pas avoir peur, même si on se dit, putain, j'ai rien à raconter. On a toujours quelque chose à raconter. Et il faut avoir cet esprit de dire, bah, en fait, ça, ouais, je l'ai fait. Parfois, on n'y pense pas, hein.
Mais si vous avez, avec quelques potes, retapé une maison en y allant 3 fois 4 jours, et y compris en faisant un peu de gros œuvres, il faut le mettre. Parce que c'est le sens de la finition, parce que c'est du travail en équipe, parce qu'on transpire. Voilà, donc voilà, il faut pouvoir caser les choses qui ont été faites. Hein. Action, encore une fois, voilà. Alors, la lettre de motivation avec ça. Eric, juste avant de venir à la lettre de motivation, quelques questions. Est-ce que souvent on parle de nos hobbies ou de nos engagements associatifs? Est-ce que vraiment c'est lu? Est-ce qu'il y a des choses à mettre ou pas mettre? Et 2, est-ce qu'on a une photo sur le CV ou pas? Alors, la photo, il y a plusieurs écoles. Les CV, un autre truc, il faut le faire lire, il faut le diffuser. Tous les avis sont bons à prendre, il y a plusieurs écoles et il n'y a pas de doctrine. Donc là, moi, je vous dis des trucs, mais il faut prendre plusieurs avis pour un CV. Il faut qu'il soit lisible, il faut qu'il donne envie, il faut que la façon dont la mise en forme, mais il faut prendre plusieurs avis. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit, écoute, non, là, tu vois bien, il faut en prendre un autre avis. Et puis, il faut avoir confiance en soi. Il y a des avis qu'on prend, puis il y a des avis qu'on laisse. Il faut avoir son propre jugement. C'est aussi sa personnalité qui passe. Mais il faut en avoir plusieurs. Et il ne faut pas écouter tout le monde. Et puis, il faut s'écouter soi-même. Mais il faut avoir plusieurs avis. Donc, le fait de dire les hobbies, bien sûr, mais, et c'est un énorme mais, intérêt personnel, lecture, voyage, film, cinéma. Alors là, de grâce, non, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'il faut dire lecture, qu'est-ce que vous aimez? Il ne faut pas hésiter à mettre un nom d'auteur, mais même une BD. Fan de Landfeust, j'en sais rien, ou très friand de je ne sais pas quoi. Enfin, télé, entre parenthèses, une série. Et puis, tant qu'à faire, pas Game of Thrones. Un truc, quelque chose qui va attiser la curiosité, en fait, et qui parle de vous. Dans la partie hobby, ça parle de vous. Et n'importe quoi qui vous personnalise, n'ayez pas peur. Ça peut rebuter, mais ça peut donner envie. Et c'est ça qu'il faut viser. Et c'est là que je vais en venir. C'est là que je vais en venir. Dans le marché visible, vous êtes en concurrence avec plusieurs centaines de personnes. Il ne faut pas vous dire comment je vais faire pour être le meilleur parmi 200. Ce n'est pas du tout ça, le meilleur. C'est simplement d'être, à l'occasion d'une offre d'embauche, à un moment donné, une parmi d'autres, parce que quand on fait ça, il faut en avoir plusieurs, évidemment. Et il faut être sélectif, et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, il va y avoir à un moment donné une rencontre possible avec une autre personnalité. Là, vous avez écouté Hervé. Hervé, il a sa personnalité. Il ne va pas recruter comme un autre. Lui, il a ses propres trucs, il a sa culture d'entreprise, il a son propre parcours. Alors, vous avez écouté un type particulièrement ouvert, mais ils ne sont pas tous comme ça. Mais même un mec qui est un petit peu plus psychorigide, il a besoin de rencontrer des gens qui vont lui plaire et sur lesquels il va pouvoir compter. Et il faut tenter sa chance. Donc, en fait, il faut parler de soi, il ne faut pas avoir peur. Quelque chose qui est une aspérité, c'est un motif de plus loin et de vous connaître un entretien. Il ne faut pas craindre ça. Donc, bien sûr, les hobbies, il faut les mettre. De motivation sur cette base, ce qui est très important. Excuse-moi, j'ai encore. Pardon? Ouais. Parce que voilà, on parle malheureusement de discrimination à l'adresse comme discrimination raciale. Est-ce que du coup, vaut mieux anonymiser un CV? Quand j'ai anonymisé, c'est ne pas mettre l'adresse, et même 2, parfois, ne pas mettre le nom. Parce que consonance. Non. Alors, il y a des discriminations, c'est sûr qu'il y en a. La photo, typiquement, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis partisan de la mettre. S'il y a une photo, il faut qu'elle soit belle. En bonne définition. Et puis, il faut que vous soyez bien dessus. On peut ne pas la mettre. Là-dessus, je n'ai pas de religion. Moi, je préfère quand il y en a une, mais en fait, je m'en fous. L'adresse, il la faut. Parce que même si ça écarte en premier, on gagne du temps. Parce que si ça écarte en premier sur le site, l'adresse, quand il y a de la discrimination, si vous avez affaire, mais à un gougnafier qui est raciste ou qui a des préjugés comme des montagnes, vous n'allez pas être bien dans sa boîte. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire. Il y en a, mais il ne faut pas. Voilà, c'est tant pis. Heureusement, je pense vraiment que c'est une minorité. Il y a une discrimination, elle existe. La discrimination la pire, je peux vous le dire, c'est l'âge. C'est l'âge. Passer 55 ans, c'est épouvantable. C'est terrible. Et c'est la discrimination la pire. Elle joue tellement, le préjugé est énorme. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut parler de soi. Donc l'adresse, il faut la mettre. Pourquoi
Pourquoi il faut la mettre? Parce qu'à un moment donné, il va être question du temps de trajet. Même quelqu'un qui est complètement ouvert, hein, même, c'est-à-dire quelqu'un de normal, qui n'en a rien à foutre de la couleur de peau, de l'origine, que vous voulez, hein, bon, qui a juste besoin de rencontrer quelqu'un et puis de faire rentrer quelqu'un dans l'équipe en qui il pourra confiance, à qui il veut pouvoir confier des trucs. Ben, le trajet va se poser. Plus d'une heure de temps de trajet à la boîte, je peux vous dire que moi, ça me titille un petit peu. Il faut creuser. Ça va durer combien de temps? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et puis même si c'est des questions un peu personnelles, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de creuser ces trucs-là. Ça sort quand même. C'est présent à un moment donné, ça rentre donc. Oui, l'adresse, il faut la mettre. Et puis, il y a les discriminations au nom, c'est certain. Mais encore une fois, les CV anonymes, en France, en tout cas, on n'est pas mûr. Ça ne marche pas comme ça. Donc, plutôt partisan de le mettre. Alors, la lettre de motivation, ce que je peux vous dire, puis mes maîtres qui me posera les questions, je voudrais juste dire là-dessus parce que c'est essentiel. Ouais, il y a une question. Au marché, est-ce que c'est bien 3 paragraphes, moi, vous, nous? Voilà. Non, non, c'est vous. Dans la lettre de motivation, vous ne rédigez pas le CV. Vous ne répétez pas le CV. Le CV dit l'essentiel. Dans la lettre de motivation, il faut juste qu'il y ait une phrase à la fin disant « Vous trouverez ci-joint l'essentiel de mon parcours ». La lettre de motivation, je vais vous en lire une. Hein. Je vais vous en lire des extraits de 2 lettres de motivation. C'est avec grand intérêt que j'ai pris connaissance de l'offre d'emploi créée en cité en objet. Actuellement, c'est d'une filiale et directeur régional de la même entreprise, réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. J'ai sous ma responsabilité environ, etc. Spécialiste du truc multisite, j'ai pu développer pendant blablabla, manager et négociateur reconnu. Elle est très bien rédigée, cette lettre. C'est une catastrophe, elle fait perdre du temps à tout le monde. Tout ce que raconte, c'est dans le CV. En fait, il ne dit rien, la personne, dans cette lettre de motivation. Je vais vous en lire une autre maintenant. Alors ça, ces lettres de motivation, elles sont toutes comme ça. Hein. Pour en faire une qui sort du... Donc, je vous rappelle, c'est une réponse à une offre anonyme, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise n'apparaît pas dans l'offre d'embauche. C'est une entreprise du secteur avec quelques caractéristiques, recrute, a besoin d'un machin, etc. Candidat qui écrit « Madame, monsieur, le groupe, pas le nom, hein, mais il cite le nom de la boîte en fait. Le groupe Machpro est spécialisé dans la vente, la réparation, la maintenance de... etc. Avec l'arrivée d'un nouveau président, monsieur, il cite le nom du président, et le fonds, un fonds de pension qui a financé, etc., les objectifs ont été clairement annoncés. Chercher les opportunités de croissance organique, etc., élargir, etc. Répondre à cet enjeu nécessite un pilotage de l'organisation. Donc le mec, en fait, il est gonflé. L'offre est anonyme, il prend le risque de citer un groupe. Ça veut dire qu'il a fait des recherches. Il s'est dit, à partir de l'annonce, il a googlisé, il a cherché. Il s'est dit, c'est forcément cette boîte-là. Il est très bien tombé, c'était ça. Il a regardé l'historique de la boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arrivée d'un nouveau président, un fonds de pension qui avait un argent, des objectifs. À la fin, c'est « je peux vous aider ». Ce n'est pas écrit comme ça, c'est « je serai convaincre à l'occasion d'un entretien de mes qualités professionnelles, je postule au poste de machin, etc. » Ça, je peux vous dire, ça remonte au haut du panier, mais direct. Et même si le CV ne coche pas toutes les cases, là, je dis à mon client, ce gars-là, il faut contre. Parce qu'il a été gonflé et parce qu'il a été sélectif. Il a choisi cette boîte-là. Quand vous répondez à une offre d'embauche, ne faites jamais de copier-coller. Ne répondez pas à 15 offres d'embauche lundi matin. Toute votre matinée à chercher et à répondre à 3 offres d'embauche. Celles qui vous font envie et celles sur lesquelles vous avez compris et lu des trucs. Votre entreprise travaille dans un secteur qui me passionne, le secteur du numérique ou le secteur machin, entertainment, je sais pas quoi. Votre secteur traverse des difficultés énormes en ce moment. Parler, ça c'est extrêmement séduisant. Vous avez quelqu'un qui va transpirer pour choisir et il va se trouver en face de quelqu'un qui parle de... Les gens adorent qu'on parle d'eux. Parler de l'employeur, son challenge. Et après, vous dites, rencontrer, je peux vous aider. Mais ça, c'est génial. Elle doit surtout juste une phrase. Vous trouverez ci-joint l'essentiel de mon parcours. Voyons-nous à l'occasion d'un entretien. Je suis très désireux de vous convaincre. Allons-y. Et donc, cette lettre de motivation. Ouais.
Il y a l'écran qui est bloqué. C'est bon? Ouais, c'est mieux, ouais. Je sais pas pourquoi parfois ça coupe comme ça. Ça va Il y a, là? il y a un décalage, Ok. l'image et le son. Donc, avec la lettre de motivation, il faut donner envie. Et pour donner envie, ouais. Ah, petit souci technique, les aléas du direct. Alors, Frédéric, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Ouais, Ce que je te ça propose, va? de toute façon, ouais, ce que je te propose, c'est que là, dans 4 minutes, le live va s'arrêter parce que ça dure que 1 heure, le live sur Instagram. Donc, ce que je te propose, c'est de terminer ce live et d'en ouvrir un nouveau et de continuer comme ça. Ok, C'est bon? pas de souci. Ok, Ouais, donc voilà, impeccable. on revient tout de suite sur Instagram. Les lives ne durent que 1 heure. Là, dans 4 minutes, ça va faire 1 heure. Du coup, j'éteins le live, je le rallume juste après et on se revoit tout de suite dans quelques secondes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Donc, nous sommes de retour pour la deuxième partie du live. Donc, je rappelle, les lives ne durent que 1 heure. Donc, on a dû arrêter pour reprendre à nouveau. Donc, les premières personnes se connectent. J'attends que notre intervenant Frédéric soit aussi connecté pour, voilà. Frédéric se connecte. Voilà, c'est bon. Donc, juste pour résumer rapidement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un live sur le recrutement, la partie CV, lettre de motivation et entretien. On est avec un ex-recruteur. Donc, première chose, les questions que vous avez posées tout à l'heure, elles ont disparu, donc n'hésitez pas à reposer vos questions. Et deux, donc si je résume bien, Frédéric, tu disais que la lettre de motivation ne doit absolument pas être la redite du CV. Toute l'expérience est dans le CV, on ne doit pas redire ce qui est dit dans le CV, mais on doit parler de l'entreprise, des challenges de l'entreprise et ce qu'on peut apporter à cette entreprise. Absolument. Absolument. Démarrez en parlant de l'entreprise. Et soyez curieux et gonflés. Faites des recherches. D'après ce que j'ai compris, vous en êtes là. Voilà en quoi moi, je sais ce que je peux vous apporter. Et rencontrons-nous. Ça. Si vous voulez, ce qu'il faut bien savoir, hein, quand vous avez affaire au marché de l'emploi, il faut vous dire que l'employeur a d'abord besoin de rencontrer quelqu'un qui le rassure. Vous n'avez pas besoin d'être brillant, vous n'avez pas besoin d'être séduisant, vous n'avez même pas besoin d'être convaincant en première approche. Être rassurant, amener de la sérénité. Comment on calme de l'anxiété? Je vous jure qu'un employeur est toujours anxieux. Un employeur, il est anxieux parce que recruter, c'est difficile et c'est incertain. On a peur de se planter. C'est de l'humain, c'est compliqué. Ça prend du temps et on est sûr de sa décision. Eh bien, il faut calmer cette anxiété. Comment on calme de l'anxiété? En lui opposant son contraire de la sérénité. Ne soyez pas fébrile, ne soyez pas soucieux d'être le meilleur de la classe, surtout pas. Soyez serein. Serein, dites-vous un truc, pour être choisi, il faut montrer qu'on dit soi-même. Il y a deux choses qui sont extrêmement communicatives, quasiment contagieuses. La séduction et la curiosité. Vous devez séduire quelqu'un, montrez-le que vous êtes séduit. J'ai vu votre boîte, elle me plaît. Le message qui passe, c'est que vous êtes sélectif, c'est que vous ne tirez pas sur tout ce qui bouge, vous écrivez n'importe qui, vous ne faites pas de copier-coller. Vous avez choisi une boîte en cherchant, en y passant 2 heures un lundi matin sur Google, sur les offres d'abord, tous les job boards. Vous en avez repéré une qui vous plaît. Dites-le. Votre boîte, elle me tente pour ça et ça et ça. Et là, vous allez montrer déjà, vous allez communiquer un pouvoir de séduction. Il n'y a rien de séduisant comme d'être séduit, dites-vous ça. Et la deuxième chose, la curiosité. N'hésitez pas à poser des questions. Peut-être pas dans la lettre de motivation, on va venir à l'entretien. Hein, on va venir à l'entretien. Mais il n'y a rien de tel que d'être curieux pour susciter la curiosité. Ok. Et du coup, il y avait une question, je le retrouve. Quel est le formalisme à privilégier et à respecter dans une lettre de motivation? Alors, sur la mise en forme, vous trouverez ça sur Google.
Il y a effectivement des trucs assez canoniques. L'adresse, date, l'adresse. Alors, c'est en haut à droite, en haut à gauche. Le nom, madame, monsieur, en temps un certain espace. Vous avez plein de modèles, hein, mais même les outils bureautiques en proposent. Bon, ça, la mise en forme, vous trouverez. Après, le formalisme, ben, c'est que, alors, gaffe aux fautes d'orthographe, faites-vous relire. Si vous êtes bon et que vous n'êtes pas sûr de vous, faites relire. Faites attention, parce que ça, il y a des gens qui s'en foutent, mais bon, ça fait toujours un petit peu désordre. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir des phrases qui soient syntaxiquement correctes, grammaticalement correctes, surtout pas compliquées, courtes. La lettre de motivation, il faut qu'elle soit courte. Hein. C'est un paragraphe sur l'entreprise, un paragraphe sur, voilà, moi, ce que je peux vous en parler. À la fin, vous trouverez ci-joint le résumé de mon parcours. Je serai très désireux je suis à votre disposition pour vous. Rencontrons-nous. Vous pouvez finir par la formule rencontrons-nous. Je vous jure, c'est gonflé, on ne lit jamais ça, mais du coup, ça choque. On se dit, ouais, c'est intéressant. Quelqu'un qui se dit rencontrons-nous. Ben, oui, les affaires, c'est dire, rappelez-vous de Steve Jobs. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à. Voilà, il faut qu'entre les lignes, on lise j'ai envie. J'ai envie de vous, de cette boîte-là. Hein. Donc, le formalisme, c'est juste des phrases courtes, sujet, verbe, complément, sans faute. Voilà. Et j'avais 2 questions en amont, Frédéric. Donc, c'est une personne qui disait je travaille dans un poste et dans une boîte qui me plaît, mais ma vie a beaucoup changé dernièrement et mon lieu de travail est très loin. J'aimerais donc changer de travail, mais je ne sais pas comment le formuler. Je ne me vois pas dire à un recruteur que mon précédent lieu de travail est trop loin. Alors. Ouais, l'image est bloquée. On entend le son, mais. Ah, ça coupe. Ouais, je t'entends, mais l'image est bloquée. C'est bon, c'est mieux. On n'entend pas. Bon. Il y a une chose qu'il faut savoir. La question, elle donne un petit peu parce que. Ouais, tu m'entends? Ça coupe un peu quand tu parles. Bon. Je ne sais pas si tu es ou Wi-Fi, mais ça coupe un peu. Ok. Ça coupe un petit peu. Ça va, je peux continuer? Mehmet, tu me dis? Essaye. Bon. Essaye de parler pour quelques secondes. La question est posée par quelqu'un qui est en poste. Rien n'empêche cette personne de chercher quelque chose. Vous cherchez. En fait, vous pouvez dire, au moment où vous faites votre recherche, vous n'en êtes pas à dire pourquoi vous voulez partir de là où vous êtes. Si la question se pose, tant mieux, on va vouloir vous rencontrer pour que vous expliquiez pourquoi. Là, on est dans l'entretien. Le motif, effectivement, on demande toujours à un candidat, qu'est-ce qui fait que vous voulez partir de là où vous êtes? Vous dites bien. Ça, c'est une question qu'on pose toujours. Mais ça, c'est de l'entretien, ça. Au moment d'envoyer une candidature spontanée, hein, c'est-à-dire sans réponse à une annonce, ou en réponse à une annonce, vous n'êtes pas du tout obligé de dire pourquoi vous voulez partir. Et après, dans l'entretien, on va y venir. Hein. Le motif de partir, il ne faut surtout pas dire j'ai fait le tour, je voudrais un nouveau. Ça, c'est complètement bateau. Et moi, j'avais toujours envie de répondre, bah oui, mais alors le challenge, c'est de rester puisque vous en avez marre. Pourquoi vous ne restez pas? J'ai fait le tour, je veux un nouveau challenge, c'est complètement bateau. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Le fait d'être trop loin, bah, essayez de le positiver. Parce que ça, c'est une motivation négative. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous aviez quand ce n'était pas gênant que ce soit trop loin? Ben là, ce qui m'attire dans votre entreprise, c'est, je sais pas quoi, c'est peut-être que, alors, ne dites pas ce qui m'attire dans votre entreprise, c'est que comme c'est près de chez moi, j'aurai plus de temps à la maison. Mais positivez le désir. Il ne faut pas mettre en avant une motivation négative. Je me présente à vous parce que je veux partir de là où je suis. Ça fait tomber le bah oui, mais pourquoi moi alors? Donc en fait, vous vous adressez à moi comme employeur, mais ça pourrait être n'importe quel employeur qui vous donne à manger en fait. Ça non, ça faut conjurer. C'est je veux aller chez vous. Il faut toujours positiver la motivation. On n'entend plus, ça coupe. On n'entend plus. Ouais, ça coupe, ouais. Ouais, ça coupe. J'avais la question suivante, mais on n'entend quasiment plus. Ouais. Moi, je t'entends.
qu'on règle ça, Mehmet, parce que ça fait 2 fois qu'il y a des problèmes de connexion. Tu m'entends? Là, ça a l'air Mehmet? de marcher. Là, ça a l'air de fonctionner. Bon, j'avais fini de répondre en fait. Hein. Ok, ouais. Du coup, on va en venir à l'entretien. Du coup, je pense que c'est ça. Oui, Déjà, oui. avant, est-ce que tu as un formalisme au niveau des habits à respecter? On va commencer par ça et ensuite, on t'écoute. Alors, l'entretien, ça a été évoqué avec Hervé tout à l'heure. Il y a 2 choses à respecter quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Avec n'importe qui, dans le cadre d'une démarche réseau, je vais vous en dire un mot d'ailleurs. Pas forcément au moment où vous rencontrez un employeur potentiel. Avec n'importe qui peut vous aider dans une démarche. 2 choses. 1, la ponctualité. En France, on n'est pas comme ça. Hein. Moi-même, je suis épouvantable. Hein. Je suis très souvent en retard. Mais c'est pas bien. Je vous promets que c'est pas bien. Il faut absolument être ponctuel. Surtout si c'est vous qui avez sollicité le rendez-vous. Hein. Donc, la ponctualité. Soyez à l'heure. Ça, c'est essentiel. C'est un premier truc important. Deuxième truc, c'est tout simple. Montrer du respect. Du respect de vous-même. Ne soyez pas négligé. Ne donnez pas l'impression que vous vous foutez de vous-même, en fait. Donc, n'hésitez pas à porter ce que vous portez pour être vous-même, mais soyez fiers de ce que vous portez, soyez propre, respectez-vous et respectez l'interlocuteur. Et donc, en fait, c'est code. Si vous savez que vous allez dans une entreprise et vous savez que vous allez être reçu par quelqu'un qui va porter une cravate, parce qu'il y a un costume, toutes les boîtes ne sont pas comme ça, hein, mais bon, il y en a, vous n'êtes pas obligé de venir avec une cravate, mais venez pas avec une tenue de sport. Venez pas avec, même si c'est une belle tenue Emirates ou je ne sais quoi. Hein. Mettez une chemise et un jean au moins. Voilà. Et puis tant qu'à faire, pas un jean trop esquinté. C'est-à-dire, il faut essayer d'adopter les codes de l'autre, quoi. Essayez de vous demander là où vous allez en n'étant pas trop décalé dans son propre univers. Ponctualité, respect de soi-même et de l'autre. C'est tout. Après, vous pouvez parfaitement vous présenter avec un t-shirt et un jean dans un entretien où vous savez que vous allez rencontrer un industriel qui lui-même n'aura pas de cravate et qui sera en bras de chemise. Hein. Mais si vous êtes dans le monde de la banque, de la finance ou du conseil, là c'est costume cravate, mettez une chemise et si vous n'avez pas un pantalon de costume, un jean impeccable et voilà. Hein. Tenue vestimentaire, le conseil, c'est de s'adapter au secteur et au milieu dans lequel on évolue. Donc, ça ne va pas être la même chose dans un milieu industriel qu'un milieu banque, finance, où c'est beaucoup plus carré. Il faut essayer de respecter les codes, voilà. Alors, là, on t'entend, mais l'image est figée. Ok, on continue. Ok. Du coup, quand on arrive à l'entretien, il faut être ponctuel, ce que tu disais, respecter le code d'entreprise sur la tenue vestimentaire. Ensuite, quel conseil tu peux nous donner pour que l'entretien se passe bien? Alors, j'ai un conseil central. Posez des questions. Posez des questions. Dans n'importe quel type d'entretien, un entretien d'embauche, un entretien de progrès, un entretien de vente, n'importe quel type d'entretien, celui qui conduit l'entretien, c'est celui qui pose des questions. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous poser des questions. Vous aussi, posez des questions. Ayez ça à l'esprit. Pendant l'entretien, soyez curieux. Posez des questions. C'est la première chose à avoir à l'esprit. Ensuite, l'entretien. Et donc, pour poser des questions, il faut connaître un minimum la boîte, c'est ça? Exactement. Exactement. Il faut montrer qu'on s'y est intéressé et qu'on est curieux. Ça va susciter la curiosité. Si vous êtes curieux, vous allez communiquer de la curiosité. Et si vous montrez que vous avez été séduit, que vous avez fait des recherches parce que ça vous donne envie, vous allez communiquer de l'envie. Hein? Il faut venir dans cet état d'esprit. Ensuite, il faut vous dire, il y a 2 autres choses que je voudrais ajouter à l'entretien. La première chose à avoir à l'esprit, c'est que les messages qui passent le mieux, qui laissent le plus de traces, ce ne sont pas les messages énoncés. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est la posture. C'est tout ce qui est non-verbal. Et donc, il faut que dans votre tête, vous soyez serein. Si vous venez en étant fébrile, inquiet, Frédéric,
J'ai perdu le son et l'image. Ouais, bienvenue Mamadou. Ça bloquait un peu. Attends, Frédéric. Donc, ouais, on était resté à si vous êtes fébrile, inquiet. Frédéric, moi, mais apparemment, dans les commentaires, on dit qu'il y a du son. Moi, je t'entends, mais on me dit qu'il y a... Ouais. Est-ce que juste, et dans les commentaires, est-ce que vous nous entendez? Moi, je t'entends aussi. Ouais. Euh, moi, je t'entends, mais on me dit que c'est revenu. C'est bon, on me dit que c'est revenu. Donc, si on peut juste recommencer sur, bon, je te fais répéter, je suis désolé, mais sur la posture. Ouais. Voilà. Alors, tu m'entends? Si vous êtes fébrile, inquiet, monsieur, vous allez communiquer cette fébrilité, cette anxiété. Frédéric, en fait, Et vous allez avoir excuse-moi, c'est toi qu'on n'entend pas, même apparemment. si c'est inconscient. Si vous êtes serein, Bah, vous avez confiance en vous, je vais... en fait. Ça sera peut-être pas la bonne rencontre, c'est pas grave. Misez sur le fait que il va y en avoir une Ouais, de bonne rencontre. je sais pas si tu es en Wi-Fi ou en 4G, une embauche, mais c'est une rencontre. Donc il faut être Ah. soi-même et soyez. Est-ce que vous entendez tranquille. Frédéric? C'est bon? Soyez Frédéric, curieux. Il faut que vous ayez envie. non, de manière l'image est sincère. partie aussi. Faut pas chercher à essayer de prouver qu'on est meilleur que soi-même. Faut pas. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est de communiquer dans la posture. Là, ça déconne un peu. Une sérénité, une curiosité, déjà un début de séduction. Et ça, c'est communicatif. Et la deuxième chose, c'est que les échecs, ce dont on n'est pas fier, on en a tous. Ça n'existe pas, les aléas du gens direct. qu'ils ont fait. On a tous les bouts, on a tous un truc. Moi, je n'entends plus rien, je vois plus On a rien. loupé des trucs, il y a des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. On a tous des regrets et des remords. Et ça, Moi, ça se je voit ne vois parfois plus Frédéric et je ne l'entends plus. dans le récit de quelque chose. Attendez, je vais... Il est parti. Attends. Il va... Désolé pour les aléas du direct. Pour ma part, je suis en fibre, donc ça devrait plutôt bien marcher. Et donc Frédéric, ça captait un peu moins bien. J'attends juste qu'il revienne. Il va sûrement se connecter sur la tablette ou changer. Voilà, j'attends. Donc non, en Suisse, monsieur le député, il n'est pas à Bamako. Il habite à Brie-sur-Marne. Modatis, qui m'appelle Poussin, j'ai grandi maintenant. Et on va revenir, voilà. Frédéric est revenu, on va revenir sur ce qu'il disait.
Bon, désolé, je me suis fait virer par Insta. Il m'a dit que c'était terminé. Donc, j'ai dû t'en renvoyer une demande. Ouais, je t'entends. Tu C'est un peu en m'entends? décalé, mais on t'entend. Tu m'entends? Désolé, je m'étais fait virer par Insta. Il m'a annoncé que c'était terminé. J'ai dû renvoyer une demande. Ok, ouais. On continue comme ça ou je répète G? Et c'est en 4G parce que là, On continue comme c'est en ça? décalé. Le son et l'image sont décalés, là. Ok, je suis repassé en 4G. C'est mieux? Ça a l'air d'être mieux, ouais. Bon, désolé. Hein. Faudra qu'on éclaircisse ça, un autre outil ou quelque chose, parce que c'est Ouais, chiant. ouais. Du coup, la posture. La posture et le fait de parler d'un échec, d'apprendre à en parler de façon positive. Vous pouvez dire, là, j'ai échoué. Là, ça, j'en suis pas fier. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai loupé. Voilà ce que ça m'a appris. Voilà comment j'en suis sorti. Voilà depuis ce que j'ai appris à faire. C'est-à-dire que d'une situation qui est a priori un truc dont vous n'avez pas envie de raconter, vous pouvez faire non seulement un moment de vérité, de sincérité, qui va participer à la rencontre et lui donner de la valeur, et le rendre. Tu m'entends, Mehmet? Il y a l'image qui est bloquée. C'est bon? C'est revenu, ouais. C'est bon, Mehmet? Hein? C'est revenu. C'est bon. Bon, ok. Faudra essayer Insta sur la tête sans doute. Hein. Bref, vous pouvez parler d'un échec de façon positive parce que ça peut révéler une persévérance, une capacité de résilience, une capacité à se remettre en cause, une forme d'humilité. Ça peut parler en fait de qualité personnelle. Et le moment de dire là, ça, j'en suis pas fier, voilà ce que ça m'a appris, voilà ce que j'ai fait après, ça, ces moments-là, il ne faut pas hésiter à les raconter parce que ça fait des moments de vérité et ça donne de la densité à la rencontre. Donc, en fait, ouais, le conseil, Donc, les deux trucs à voir. c'est vraiment savoir rebondir sur un échec. Donc, si on a vécu une situation d'échec dans un emploi, ne pas essayer d'éviter la question, mais au contraire, savoir rebondir en disant, certes, j'ai échoué, mais j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur ça, j'ai beaucoup appris sur ci, ce qui me permet aujourd'hui d'être encore mieux. C'est ça. Voilà, sachant qu'il ne faut pas le dire comme ça, hein, il faut le raconter. Voilà, hein, il faut raconter concrètement. Voilà, ça, je n'avais pas réussi. J'ai eu un passage à vide et après, puis voilà puis raconter ce que vous avez fait en fait. Hein. Il ne faut pas hésiter à raconter ça. C'est cette capacité à parler de soi, de ce qu'on a loupé et de la façon dont on a. Il y a le son, mais plus d'image, Frédéric. Voilà, c'est bon. Désolé, je ne sais pas ce que je peux faire. On va se refaire ça, mais on le préparera avec un outil à l'avance pour vérifier que ça colle, parce que c'est vraiment pénible et je ne sais pas quoi faire avec mon iPhone pour que ça marche mieux. Bon, il y a une question qui est posée, on va essayer d'y répondre. La question des citez-moi 3 défauts, citez-moi 3 qualités. Apparemment, c'est une question qui perturbe ça, c'est tarte à la crème, ça. Je ne sais pas si ça revient beaucoup, ces trucs-là, parce que c'est vraiment tarte à la crème. Il faut juste avoir préparé ça. Il faut l'avoir préparé, il faut y avoir pensé à l'avance. Et il faut le faire de manière sincère. Hein. Évidemment, les défauts, on peut toujours se dire, bah, c'est toujours un peu faux cul, mais c'est pas grave. Dans ces questions-là, il faut avoir à l'esprit qu'une qualité a toujours un revers et qu'un défaut a toujours une belle face. Hein. Si vous dites mon défaut, c'est que je suis perfectionniste, j'ai le sens du détail et parfois ça peut faire que je sois un peu trop long ou que je ne sois pas satisfait du résultat. Bah, le positif, c'est que sur un boulot où on a besoin de cette rigueur et que vous allez avoir beaucoup d'autonomie, ça vous fait de vous quelqu'un de fiable. Hein. À l'inverse, ça peut être, mon défaut, c'est que parfois je zappe un peu les détails. Parce que,
mais il faut que ça colle avec l'emploi, en fait. C'est-à-dire que les 3 défauts, les 3 qualités, essayez de vous projeter dans le poste. Si c'est un poste où on attend de vous une décision toutes les 5 minutes, beaucoup d'autonomie, une capacité à improviser et à survoler, bah, faut pas que le défaut, ça soit je suis laborieux, j'ai besoin de temps pour me décider parce que j'aime aller au fond des choses. Hein. Ça va pas coller avec le poste. À l'inverse, si le poste, c'est quelque chose où il y a beaucoup de rigueur de la comptabilité, par exemple, hein, ou de l'organisation, il ne faut pas que le défaut, ça soit parfois je manque de le sens du détail et de rigueur parce que je vais trop vite. Il faut essayer d'adapter au poste et puis il faut préparer les réponses. Il faut y avoir pensé un peu à l'avance. Ok, donc préparer les réponses selon le poste, en fonction de ce qu'il faut. Sur ces questions-là, 3 qualités, 3 défauts. Et du coup, est-ce qu'on peut répondre j'ai pas de défaut? C'est une question. Non, on ne peut pas répondre ça, c'est pas sérieux. Bien sûr que tout le monde a des défauts. Mais vous pouvez répondre. Écoutez, cette question, franchement, je pourrais vous répondre, mais ça va être langue de bois, je l'ai préparée, je ne trouve pas ça sincère. Pourquoi vous voulez que je vous parle de mes défauts? C'est un peu bateau. Vous pouvez aussi avoir cette audace-là, du moment que vous engagez. Vous pouvez aussi avoir le culot de répondre. Je vais vous répondre, mais dites-moi pour vous, à ce poste-là, quels sont les défauts rédhibitoires ou quelles sont les qualités indispensables? Vous allez faire sourire votre interlocuteur. Si vous y mettez de la sincérité et que vous engagez le dialogue, vous ne fermez pas la porte, vous pouvez vous permettre d'être un peu audacieux. Hein. Et donc, oui, la notion de question et de dialogue revient beaucoup dans ce que tu dis. Est-ce que on prend des notes, du coup? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et même plutôt pas. Parce que prendre des notes, c'est baisser les yeux. Regardez votre interlocuteur. Ne quittez pas des yeux. C'est un entretien, c'est une rencontre. On ne rencontre pas les gens quand on a le nez sur ce qu'on écrit. Et puis quand on écrit, on écoute moins bien. Je ne suis pas trop pour la prise de notes. Et autre question. Ça peut être de temps en temps un truc, mais éventuellement à ce moment-là, pour y revenir, hein, vous notez juste un mot ou une phrase. Et puis après, vous dites, mais j'ai noté ça tout à l'heure en vous écoutant, puis vous posez une question. Là, ça a du sens. Hein. Ok. Et l'autre question qu'on se pose souvent, c'est que faire de nos mains? Est-ce qu'on la met sur la table, sous la table, on les met comme ça? Soyez vous-même. Je vais vous raconter un truc. Il y a eu un jour, quand j'étais directeur du syndicat des jeunes agriculteurs, j'ai assisté à une séance du Parlement à Strasbourg, le Parlement européen. Et il y avait, dans le Parlement européen, vous avez le long du Parlement, c'est un hémicycle, des vitres en fait, et puis tous les postes de traducteurs. Et donc, les salles sont allumées quand les postes de traducteurs traduisent, en fait. Hein. Quand les traducteurs, c'est les interprètes, traduisent celui qui parle. Et je peux vous dire que c'était absolument désopilant, parce que ils n'étaient pas très nombreux à ce jour-là en séance, et il y avait 4 bureaux, il y avait 4 langues qui étaient parlées, avec 4 interprètes. Et ils étaient tous au micro, concentrés. Donc, on avait des casques, donc nous, on avait l'interprétation en français. Et puis, on devinait ceux qui faisaient le boulot. Et quand c'était un Italien qui parlait, dans le petit box derrière la vitre que personne ne regardait, vous aviez un interprète qui était comme ça, qui faisait. Frédéric, ça a coupé. Un interprète alors que personne ne le regardait, il était derrière son micro et on s'entenne en fait. Il s'agitait comme un Méditerranéen. Donc, c'était un Italien. Donc, soyez vous-même. Hein, les mains, moi, il ne faut pas vous empêcher de les utiliser. Et puis, la seule chose, c'est que soyez dans l'entretien. Si vous vous mettez, je ne sais pas si on me voit m'émettre, hein, mais si vous vous mettez les bras croisés un peu en arrière comme ça, hein, ce que vous communiquez dans la posture, c'est je suis méfiant, je me surveille, je ne suis pas complètement en confiance. C'est pas très bon. Mais si vous êtes détendu, ben, vous vous penchez un peu en avant, vous êtes dans la rencontre. Et ça, vous le faites faites-le de manière spontanée. Il faut que dans votre tête, il y ait cette idée de rencontrer quelqu'un. Et puis, ben, et ça, c'est l'expression que ça prendra avec votre corps et avec vos mains, ben, ça, c'est vous-même, ça, il n'y a pas de souci. Et comment on peut être en confiance et détendu alors? Ah, alors ça c'est le plus gros du boulot. Ça, c'est le plus gros du boulot. Je reprends Hervé tout à l'heure, hein, qui disait se détacher du lot, avoir de l'audace. Hein, se détacher du lot, avoir de l'audace.
croyez en vous. Le fait d'être le meilleur, d'être le meilleur pour un poste, c'est écrit nulle part. Il y a des tas d'obstacles, il y a des tas de murs à faire tomber, mais les embauches, ce sont des rencontres. Et les rencontres, c'est de l'humain. Dans le monde, vous avez tous les couples que vous voulez. Hétéro, homo, avec tous les physiques qu'on veut. La beauté canonique, c'est bon pour la pub et les films. La vie, c'est pas ça. Le charme, le pouvoir de séduction, il est chez tout le monde. N'importe qui peut tomber amoureux de n'importe quel visage, de n'importe quel corps. Ce sont des rencontres. Une rencontre humaine, vous allez pouvoir donner envie à quelqu'un de travailler avec vous et vous-même avoir envie de rentrer dans une boîte. C'est juste une question de rencontre. Donc, il n'y a pas la question de l'examen, du concours, de est-ce que j'étais assez bon. C'est pas ça. Vous avez des trucs à raconter. Vous avez de la valeur. Vous êtes une personne et vous avez un potentiel. Et ce potentiel, il n'est même pas encore complètement exprimé. Si vous arrivez à faire passer un entretien, de dire le meilleur de moi-même, je ne l'ai pas encore donné, et j'ai envie de le donner chez vous, ça, c'est génial pour un employeur de sentir ça. Donc, il faut cette confiance en soi, c'est pas en se disant j'ai des raisons d'être bon, c'est simplement de dire je suis quelqu'un qui a de la valeur et je cherche à rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir envie de bosser. Et c'est tout. Après, ça peut être long, ça peut être laborieux, et du coup, parfois on est découragé, parfois on se dit je ne vais pas y arriver. Il faut se faire remonter le moral, se détendre, boire un coup, je ne sais pas quoi. Mais à part le fait que ça peut demander de la persévérance, c'est juste une question, voilà, c'est juste une question de temps. On rencontre toujours quelqu'un avec qui la rencontre match. Ça, ok, on a envie, en fait, de continuer. On va se revoir et puis on va faire des trucs ensemble. Surtout que ce que tu disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, plutôt que postuler à 15 annonces avec des formules copier-coller, il vaut mieux prendre le temps de chercher et faire des lettres de motivation beaucoup plus ciblées. Et après, une fois Absolument. montrer qu'on les a vraiment choisis et qu'on veut cette rencontre et qu'on veut travailler avec eux. Exactement. Il faut être sélectif. Vous faites votre recherche, vous regardez les annonces, vous en repérez 50, vous en virez 35, et sur les 15 qui restent, vous en sélectionnez maximum 5. Okay. Et sur ces 5-là, vous faites de la... Ok. Et on fait du qualitatif. Il y avait juste une question. Il faut confirmer ce que tu disais, Mehmet. Ouais. Il y avait une question un peu personnelle. Je m'appelle Ansuif. Est-ce un handicap pour le recrutement? Oui et non. Il y a encore une fois, il y en a de la discrimination. Des cons, il y en a partout. Et des enfoirés aussi. Il n'y a pas de secteur ni d'entreprise qui en ont le monopole. Et si vous tombez sur un con, le mieux, c'est de ne pas aller chez lui. Donc, il ne faut pas le cacher, ce nom. Voilà. Et heureusement, je pense quand même qu'on vit dans une société de plus en plus ouverte. Et je pense que l'entre-soi, les codes culturels des mêmes formations, des mêmes codes vestimentaires et comportements, je pense qu'il y en a quand même de moins en moins. Je pense quand même que les boîtes sont de plus en plus ouvertes, qu'elles ont besoin de gens qui s'adaptent, qu'elles ont besoin de gens qui vont faire des métiers pour lesquels ils n'ont pas été formés parce que ça change trop vite et trop souvent. Les carrières linéaires, le même métier dans la même boîte, ça c'est la génération de nos parents, hein, et à la limite un peu de la mienne. Mais donc il faut miser sur cette ouverture, il ne faut pas le cacher ce prénom. C'est vrai que ça peut fermer des portes, mais il faut miser sur la rencontre, il ne faut pas le cacher. Et donc, il y a une question que j'ai posée à Hervé, mais je te la pose à toi aussi. Comment mettre en valeur un parcours professionnel avec des expériences complètement différentes? Alors, ça, c'est une question. Je reviens à la question précédente que j'ai fait comme si ce prénom pouvait vraiment être un obstacle. Mais j'aurais même pas dû, hein, parce que je peux répondre, et c'est absolument vrai. Dans le cabinet où je travaillais, on n'en avait rien à foutre des prénoms, je peux vous le dire, hein, des prénoms et des noms. Hein. Heureusement, il y a quand même plein de gens ouverts. Il y a encore une fois une minorité de gens qui sont bornés et fermés, mais c'est une minorité, il ne faut pas avoir peur. Alors, une expérience très diverse. Alors ça, deux choses. Déjà, ça dépend un petit peu du type de job que vous cherchez. Mais il faut avoir à l'esprit que ça peut traduire soit un côté velléitaire. Je ne vais jamais au bout de rien. Je m'ennuie vite. J'aime bien zapper. Je suis dilettante. J'approfondis pas, etc. Bon. Ça peut effectivement donner cette impression-là. Alors,
dans le CV, la façon de conjurer ce truc-là, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le CV. Pas obligé de tout mettre. Il ne faut pas qu'il y ait des trous de 1 ou 2 ans. Hein. Mais bon, une expérience qui s'est arrêtée en janvier 2014 et une autre qui a reprise en décembre 2015, ça fait un trou de 2 ans. Dans le CV, c'est 2014-2015. Dans l'entretien, vous raconterez autre chose. En fait, là, il y a eu un gros blanc, mais voilà ce que j'ai fait. Et vous positiverez cette étape-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le CV. Et puis il faut, dans l'entretien, dire positiver le truc. C'est-à-dire que ce parcours-là, moi, j'aurais envie de cette personne de la rencontrer pour lui demander en quoi est-ce que vous sentez que ça peut être un handicap? Est-ce que pour vous, c'est une suite d'échecs et que vous en avez honte? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment curieux et que vous aimez bien changer? Et ça, c'est une force. Vous pouvez dire en entretien, vous savez, je ne me projette pas au-delà de 3 ans. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai pas mal changé de poste dans ma carrière. Et j'ai toujours rencontré les gens, des recruteurs en disant, je ne me projette pas au-delà de 3 ans. 3 ans, pour moi, c'est un horizon qui est lointain. Donc, ça ne veut pas dire que j'aurais envie de partir, mais c'est mon horizon, c'est ma façon de me projeter. Donc, il y a une façon d'assumer ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Ça peut être aussi, j'ai beaucoup papillonné parce que je me suis beaucoup cherché. Mais maintenant, mon projet, c'est ça. Et là, mon désir, c'est de me stabiliser. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être ça, y compris en une phrase dans une lettre une candidature, dans une lettre pour candidater. De dire, alors papillonner, c'est un négatif, mais j'ai été intéressé, j'ai une curiosité pour des métiers très variés et plusieurs secteurs. Là, j'ai envie de me poser, mon projet, c'est de tanana, et je veux le faire chez vous. Ça peut être ça aussi. Hein? Et attends, ton image est bloquée, Frédéric, glacée. Oui, je t'entends, mais c'est bon? Ouais, mais non, on te voit plus et on t'entend plus. Ouais, c'est bon. Ouais. Je crois que c'est bon. Attends, c'est encore un peu bloqué. Là, je parle. Tu m'entends pas? Je t'entends, mais il n'y a pas d'image. C'est bloqué? Ça revient? Je suis en train de parler. Je crois que c'est revenu là. Moi, je t'entends. OK. Ok. On va essayer. Vas-y. Moi, il y a une chose aussi que j'ai appris avec toi. C'est. Attends, je ne sais pas si tu m'entends, ton image est partie. Je t'entends. Moi, je t'entends. Ok, donc attends, je vais poser ma question. C'est que moi, il y a une chose que j'ai appris avec toi, c'est aussi l'importance de se connaître, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Par exemple, ce que tu me dis souvent, c'est est-ce qu'on est une personne qui aime être sur plusieurs projets à la fois ou prendre beaucoup de décisions en peu de temps, ou au contraire, est-ce qu'on est une personne qui aime travailler que sur une seule chose, sur la durée, beaucoup réfléchir avant de prendre une décision. Donc, c'est vrai que c'est des réflexions en général qu'on ne se fait pas. Moi, c'est cette réflexion-là, je l'ai appris avec toi. Pareil, moi, il me faut du concret. Il me faut pas des tâches répétitives. Donc, comment se poser ces questions-là? Comment se poser les bonnes questions pour mieux se connaître et pour pouvoir mieux en parler lors de l'entretien? Alors, déjà, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur soi-même. Vous pouvez lire des trucs là-dessus qui sont intéressants sur les profils de personnalité. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est très grossier, mais qui est assez pédagogique. Vous pouvez commencer par celui-là. Quand on n'y connaît rien au profil de personnalité et à ce qu'on appelle la psychométrie, en fait, vous pouvez regarder le modèle MBTI. Vous tapez MBTI, modèle MBTI sur Google, vous allez lire plein de trucs. C'est grossier ce truc. Je ne vous conseille pas particulièrement de faire le test, sauf par curiosité, mais c'est très grossier. Hein. Il n'est pas très fiable ce test. Mais le mérite, c'est que ça plante le décor de ce que sont des profils de personnalité. Hein, il y a 4 axes dans le modèle MBTI. 4, ce n'est pas beaucoup. Hein. Mais ça permet de comprendre des trucs sur ce que tu viens de dire, Mehmet, par exemple. Hein. Extraverti, introverti, est-ce que quand je suis fatigué, que j'ai besoin de prendre une décision qui est importante et ça me demande de l'énergie et que c'est difficile de me décider, est-ce que je vais avoir besoin d'en parler à plein de monde? Est-ce que je vais avoir besoin de prendre plein d'avis, de rencontrer plein de gens? Est-ce que je recharge des accus au contact des autres? Ou est-ce que je vais avoir besoin de m'isoler, de prendre la décision seul? Et est-ce que ça m'épuise d'avoir des contacts avec plein de gens et que je recharge des accus quand je suis tout seul? Ça fait un axe de personnalité. Hein. Vous avez un autre axe qui est
est-ce que je suis effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire dans l'impro? Est-ce que je suis une personne au bureau dans lequel il y a des piles de documents, c'est un vrai bordel, je vais interrompre mes voisins, je me fais interrompre par mes collègues parce que en fait ça ne me gêne pas? Ou est-ce que c'est toujours impeccable en fin de journée, tout est rangé, tout est à sa place, j'ai horreur qu'on me dérange et j'aime bien savoir les choses précisément à l'avance. Ben, voilà, donc le modèle MBTI permet d'avoir et de se dire soi-même je suis plutôt comment. Ça permet déjà un petit peu de parler de soi, hein, et sur les qualités et les défauts. Vous n'avez pas de qualité et de défaut dans les profils de personnalité. Vous avez des facilités dans tel ou tel contexte, en fait, ou des difficultés dans tel ou tel contexte. Hein. Ça peut être ça, les qualités et les défauts. Hein. Bon, si vous voulez creuser un peu le disque, DISC, vous verrez, vous êtes rouge, bleu, jaune ou vert, hein, en fonction de la façon dont vous prenez des décisions et dont vous établissez des relations avec les autres. Et puis, si vous êtes vraiment curieux et vous voulez aller plus loin, il y a la Processcom, il y a un bouquin de Gérard Collignon qui s'appelle Comment leur dire, qui est très marrant, qui est très intéressant. C'est un modèle à la NASA. Bon, il y a plus de différents modèles qui vont plus ou moins loin. Et puis, si vraiment vous voulez faire un truc pour vous-même, ben, vous pouvez passer l'un de ces tests en ligne. Alors, ceux qui sont ça coûte de l'argent. Hein. Ça peut être une centaine d'euros, voire plus. Donc, faut le vouloir. Mais ça permet d'avoir des éléments sur soi-même. Mais déjà, de lire un petit peu les principes des différents modèles, ça apprend beaucoup de choses. Je tiens à préciser que avant de me recruter, Frédéric m'a fait passer un de ces tests. Et pour la petite histoire, j'ai mis 1h45 à faire tout le test que Frédéric m'avait envoyé. Mais alors, je précise derrière, sur l'interprétation, c'était en grande partie vrai sur ce qu'il avait dit. Et j'avais appris même beaucoup sur moi, sur l'interprétation de ce test. Frédéric, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou est-ce qu'on en arrive à la fin? Non, la chose que j'ai à dire à la fin, c'est que l'emploi, ça fait peur en France et tout est fait pour faire croire que c'est difficile, que c'est un arc, etc. Tout est fait pour que, avant de commencer, on accepte plein de trucs qui sont insupportables et qui ne sont pas acceptables. C'est difficile, mais il faut croire en soi. Il n'y a pas de fatalité. L'emploi, ce sont des rencontres, et les rencontres, il faut les provoquer. Hein. La dernière chose que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup parlé de la recherche sur le marché visible, en réponse à annonce. Je voudrais juste vous dire un mot sur les deux autres marchés, le marché invisible et le marché en gestation. Ça, c'est des démarches réseau. Si vous avez besoin de trouver un job, mais même un stage en alternance, un stage ou une formation en alternance, un apprentissage, quoi que ce soit qui doit vous mettre en contact d'un employeur, faites la démarche réseau. La démarche réseau, c'est simple. C'est 3 cercles. Le premier cercle, c'est les proches, les amis et la famille. Vous allez voir un oncle, un copain, le grand frère d'un copain, Mehmet, qui va vous dire moi, Hervé Allard, tout à l'heure, il y en a qui lui ont demandé. Hein, très bien. Les contacts directs. Vous prenez un rendez-vous et vous dites mon projet, c'est ça. Je voudrais faire une alternance parce que je veux devenir ça. Là où j'en suis, je voudrais avoir telle expérience professionnelle. Je voudrais faire ce métier. Je voudrais travailler dans ce secteur. Quel conseil est-ce que vous me donnez? C'est ça la question. Hein. Le premier cercle, c'est quel conseil est-ce que tu me donnes pour ma recherche? Et là, vous avez quelqu'un qui va vous parler. Même un copain, même quelqu'un de la famille qui va vous dire, écoute, bon, il va vous dire des trucs. Vous ne quittez pas cette personne sans qu'elle vous ait donné au moins un nom, un numéro de téléphone ou une adresse mail. Idéalement, 2 ou 3. Là, vous accédez au deuxième cercle, des personnes que vous ne connaissez pas, mais que connaissent personnellement des personnes que vous connaissez. Là, vous prenez des rendez-vous avec des gens qui sont des inconnus. Vous faites attention à être à l'heure, faites attention à être correctement dans les codes, ce qu'on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire vous respectez un petit peu votre interlocuteur et vous-même, hein, vous êtes propre, vous êtes à l'heure, vous êtes correctement, voilà. Et c'est exactement la même chose. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, je suis très heureux de faire votre connaissance. Mon projet, c'est ça, en 3 phrases. Hein. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils dans ma recherche? Il peut y avoir quelqu'un qui va vous poser des questions, vous posez-lui des questions et ne le quittez pas sans avoir à la fin qui est-ce que vous me conseilleriez de rencontrer. Et soyez insistant. Hein. Vous repartez, c'est un challenge, c'est de la vente. Hein. Vous repartez avec un nom, un numéro de téléphone. Et vous accédez au 3e cercle. Des personnes que vous ne connaissez pas. Vous avez été mis en relation par des personnes que vous ne connaissiez pas. Et comme ça, de proche à proche, vous prenez 2,
3 rendez-vous par semaine, idéalement, c'est beaucoup. Hein. Mais vous faites ça, hein, et là, vous pénétrez les marchés cachés et en gestation. À un moment donné, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit bah, écoute, ouais, ou alors écoutez, je connais un type qui est en train de se demander s'il ne va pas prendre quelqu'un en apprentissage. Je crois qu'il n'a pas pris cette décision, mais bon, vous pouvez toujours entrer en relation. C'est comme ça que ça marche, le réseau. Hein. Donc, c'est comme ça que je finirai. Il y a ce qu'on a dit sur le CV, la lettre de motivation, puis les entretiens. Mais les entretiens, il y a des entretiens à la démarche réseau. En France, ça marche beaucoup comme ça, hein, par référence. Parce que là, vous prenez contact et c'est en objet dans le mail, en objet, hein, pas dans le corps du texte, en objet, hein, de la part de monsieur Untel, tout de suite, parce qu'on en reçoit plein des mails. Mais si en objet, il y a un nom de personne qu'on connaît, ben on ouvre le texte, on regarde, on lit. Hein. Si c'est pour prise de rendez-vous, on zappe. Hein. Donc, faut accrocher comme ça. Et puis, au téléphone, je vous dérange pas? Pas est-ce que je vous dérange? Parce que là, on peut vous répondre oui, et ce n'est pas le moment. Non, je vous dérange pas? Là, vous avez rarement des gens qui vous disent bah si. En général, c'est non, enfin, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste vous prendre 1 minute. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Je vous appelle de la part de MashPro. Voilà. Et puis, il faut obtenir les rendez-vous. Et encore une fois, en 2 minutes, c'est ça mon projet. Quel conseil vous me donnez? Vous posez des questions dans l'entretien et vous repartez avec un nom, voire 2, voire 3. Voilà ce que je peux vous dire pour finir. Super, top. Et bah écoute, merci Frédéric de participer pour la 2e fois à ces lives. On va en discuter, toi et moi, pour trouver une meilleure connexion, pour que ça se passe de façon rapide. Dès vendredi, on en discute. Et ensuite, ce que je peux peut-être annoncer aux personnes qui nous regardent, c'est qu'on va organiser des ateliers employabilité. Oui. Donc, on va en organiser nous. On peut aussi en organiser à votre demande si vous nous assurez qu'il y aura de la participation. Où là, on pourra reparler de tout ça de vive voix. Et surtout, on pourra même organiser des simulations d'entretien pour vraiment se mettre en condition et être voilà, en conditions réelles. Donc, tu confirmes? Absolument, absolument. Tout à fait. Donc, parce que c'est un point essentiel de ton mandat, le marché de l'emploi. Et absolument. Donc, voilà. Donc, si vous avez une association, si vous, personnellement, vous voulez organiser des ateliers comme ça, employabilité, n'hésitez pas à me contacter moi ou contacter Frédéric. Bon, moi, c'est plus facile quand même parce que Frédéric reçoit plus de messages, plus de mails. Et on peut organiser ça ensemble et Frédéric sera disponible et même pourra peut-être ramener du monde avec lui. Absolument. Donc, tout à fait, je confirme. Hein. Voilà. Merci à tous. Si vous n'avez pas eu de réponse à vos questions, vous n'avez pas osé demander, vous pouvez toujours m'écrire par écrit et je m'engage à les faire remonter à Frédéric pour qu'il puisse vous répondre. Et du coup, il est 23h14. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bonne soirée. Encore merci. Bonne soirée à tous.